Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux de me poser toutes les questions que vous aviez sur les sujets du paranormal et de l'étrange. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'en envoyer, dont certaines questions qui sont vraiment très intéressantes, et donc je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, et comme d'habitude, si votre nom apparaît maintenant, un immense merci, cette chaîne existe grâce à vous. Et si vous aussi, vous voulez faire partie du Phantom Gang, avoir accès à des avantages comme les vidéos en avant-première, vos noms aux remerciements, accès au Discord réservé aux membres du Patreon, toutes les informations sont en description. Je m'appelle River James, je suis chasseur de fantômes, et si comme moi, vous vous intéressez à tout ce qui est paranormal ou étrange, vous êtes de bon endroit. On est parti pour répondre à vos questions. Alors comme je vous disais, vous m'avez envoyé beaucoup de questions. Si vous voyez que je ne cite pas votre nom, c'est que votre question m'a en fait été posée plusieurs fois. De même, il y a des réponses plus courtes que d'autres que je vais donner. C'est juste pour que cette vidéo ne dure pas des heures. Parce que vous allez voir, j'ai quand même pris pas mal de vos questions. Honnêtement, ça a été même un peu compliqué à faire le tri parce qu'elles étaient toutes complètement légitimes et intéressantes. Donc j'ai vraiment essayé de faire un tri. Cela étant dit, étant donné que vous m'aviez envoyé beaucoup de questions, c'est que je me dis que ce format de vidéo peut vous intéresser. Par conséquent, je pense que j'essaierai d'en faire une tous les 6 mois. Allez, on est parti pour la première question qui nous vient de Marie FRDZ et qui demande « Tous les défunts deviennent-ils ou elles des fantômes ?» Alors, de façon complètement pragmatique, autant que ce soit possible quand on parle de paranormal, j'ai envie de dire non, pour la simple et bonne raison que si c'était le cas, on en verrait partout. Je ne sais pas combien il y a eu de morts et de mortes à l'heure actuelle. D'ailleurs, à mon avis, c'est impossible à calculer parce que les registres officiels des naissances et des décès n'ont pas toujours existé. Donc, je pense que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Donc, cela étant dit, non, je ne pense pas que tous les défunts et toutes les défuntes deviennent des fantômes. Premièrement, juste par rapport à ça. Parce que je me dis que si c'était le cas, là, autour de moi, il y en aurait 50. Ça me suffit, il me fait déjà assez de dégâts. Et du coup, je me dis, tout simplement, si on avait autant, si chaque défunt ou défunte devenait un ou une fantôme, bah en fait, on se poserait plus la question de est-ce que ça existe le paranormal, ou en tout cas, est-ce que ça existe la vie après la mort. Il y en aurait tellement que ce serait complètement acquis. Ensuite, par rapport à cette question, il y a une deuxième question complètement légitime qui arrive, qui est pourquoi est-ce que certains et certaines personnes restent et pas d'autres? Je n'ai pas de réponse à cette question, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne crois pas, moi, en la raison commune, celle qu'on entend le plus souvent quand on parle de l'existence, de la présence des fantômes, c'est-à-dire ils et elles sont encore là parce que ils et elles ont une mission qu'ils n'ont pas finie. Ça, je n'y crois pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'en ai pas eu la preuve, tout simplement. Je n'ai pas eu d'indications qui vont dans ce sens. Et la seconde raison pour laquelle je ne crois pas, moi, à cette théorie, c'est parce que je la trouve beaucoup trop humaine, dans le sens, je la trouve beaucoup trop humain vivant. Comme si, même une fois partie de ce monde, de cet état-là dans lequel nous sommes et dans lequel sont notre corps, mais aussi notre esprit, eh bien, on s'accrochait encore à des missions terrestres. Je trouve ça intéressant, mais je trouve que vraiment, c'est une raison inventée par les terrestres. On va passer à la question numéro 2, c'est Clem qui demande comment faire la différence entre une mémoire des murs et une présence. Alors déjà, pour clarifier un petit peu ces deux catégories, ce sont les deux catégories
les plus importantes, en tout cas dans lesquelles on essaye de classer les types de phénomènes et les types d'entités qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire les phénomènes de hantise résiduelle et les phénomènes de hantise consciente. Ce qu'on appelle des phénomènes de hantise résiduelle, c'est ce que Clem appelle une mémoire des murs. Et ce qu'on appelle une hantise consciente, ça va être vraiment un fantôme qui est là, avec lequel on peut interagir. Donc, en fait, la différence, elle est tout simplement là. C'est-à-dire qu'une présence résiduelle, on ne va pas pouvoir interagir avec, elle ne nous entend pas, elle n'a pas de conscience, il n'y a pas de rencontre entre son état à elle et notre état à nous. Pour définir de façon un peu plus claire et simplifiée, ce que nous, on appelle une hantise résiduelle, ce serait un peu comme une énergie. Pas une conscience, pas une entité, pas une vraie présence, mais une énergie qui serait toujours sur place. Vous voyez que je n'utilise pas volontairement le mot bloqué. Je ne sais plus si ça fait partie de vos questions ou pas, mais je ne crois pas que les entités soient bloquées. Pour vous schématiser vraiment la hantise résiduelle, ce serait comme un souvenir, une boucle qui va se répéter sans cesse. Donc on n'est pas face à une entité consciente. Les phénomènes résiduels qu'on peut croiser le plus, ce sont par exemple les bruits de pas ou les portes qui s'ouvrent ou qui se claquent, mais sans que ces bruits de pas ou que ces portes qui s'ouvrent et qui se claquent soient suivis d'une quelconque interaction. Ça va être par exemple ces histoires qu'on entend ou qu'on peut lire dans les livres. Je sais que dans les livres écrits par Camille Flammarion, vu que lui vraiment son but c'était de répertorier des témoignages, on a beaucoup ce type de témoignages, c'est-à-dire des gens qui par exemple tous les après-midi à 16h30 ou 17h vont entendre les mêmes bruits de pas qui vont dans la même direction, dans le même couloir. Ça, c'est un phénomène de hantise résiduelle. Il n'y a pas réellement un fantôme. Vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un. Si vous essayez d'interagir avec ce phénomène, c'est pas possible. Et contrairement à ce schéma-là, on a donc les phénomènes de hantise consciente, où là, on pense que c'est réellement un fantôme qui est là et avec lequel on peut interagir. D'où l'utilisation du mot consciente, cette énergie, cette entité, c'est qu'elle est là et on va pouvoir éventuellement lui poser des questions, lui demander de faire des choses. Il s'agit là vraiment d'un fantôme, je vais pas dire incarné puisque c'est pas le cas, ils sont désincarnés, mais d'un fantôme bel et bien présent. Et du coup, Clem, comment faire la différence ? En fait, en tout cas, nous, quand on enquête, alors, oui, je l'ai pas dit, mais attention, hein, toutes les réponses que je vous donne, moi, sortent de 11 ans d'expérience sur le terrain, et puis 11 ans de recherche, en fait, dans les livres. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que je dis vaut pour tout le temps et tout le monde. Je n'ai pas cet ego-là, moi, je vous parle vraiment de ce que moi, je crois, ou des connaissances que j'ai acquises. Donc, comment faire cette différence ? J'ai envie de dire tout simplement en essayant d'interagir avec. Si, chez vous, vous vivez des phénomènes et que vous arrivez à parler à cette entité et à lui dire voilà, si vous êtes là, si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez donner un coup dans le mur ? Bam, il y a un coup dans le mur. Clairement, c'est pas une entité résiduelle, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui vous a entendu et qui participe à l'expérience que vous pouvez lui proposer. Donc comment on fait la différence ? Tout simplement comme ça, en proposant éventuellement des actions à cette entité. Et si à nouveau vous voyez que c'est un phénomène qui se répète vraiment, c'est la même boucle qui tourne constamment. Je parlais des bruits de pas, mais ça peut être autre chose, une lumière qui va s'allumer tout le temps, une cafetière qui va se mettre en marche toute seule. Alors bien évidemment, vous me connaissez, en termes de debunking, une cafetière qui se met en marche toute seule, commencez par changer de cafetière. Tout simplement. Si jamais la nouvelle cafetière continue, là on est en présence d'un phénomène de hantise résiduelle. Vous êtes face au souvenir de quelqu'un qui tous les matins venait se faire son café. Tout simplement. On va passer à la question numéro 3 qui nous est posée par Isaac. Alors Isaac nous demande: quelles interactions peuvent avoir les entités avec notre monde ? Alors ces interactions, elles sont très variées. Je viens d'en citer une dans la question d'avant. Donc s'il y a quelqu'un qui est là, est-ce que vous pouvez taper dans un mur ? Bam, on entend un bruit. Nous, c'est vraiment des questions qu'on va poser encore et encore et encore. C'est un peu redondant d'ailleurs, c'est un peu chiant parce que c'est toujours les mêmes qu'on pose dans nos enquêtes. Mais en même temps, il va pas y en avoir 20 000. On essaye de s'adapter à notre environnement, à ce qui nous entoure. Par exemple, est-ce que vous pouvez taper dans un mur si vous êtes en train d'enquêter en extérieur, ça ne sert à rien. Par exemple. Mais si vous êtes en intérieur, il peut y en avoir plein. Dès que j'ai déjà vu avec mes yeux,
éteindre ou allumer une lumière. Autant vous dire que allumer ou éteindre la lumière seule, il faut faire attention quand on est en enquête, parce que si on se retrouve seul dans un escalier, dans le noir, tout d'un coup, on peut facilement se casser la margoulette. Ouvrir ou fermer une porte, toucher un objet. Et à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous pouvez demander si vous êtes là, est-ce que vous pourriez nous jeter une pierre ou casser une branche. Bon, vous êtes en extérieur, c'est des phénomènes qui arrivent de façon complètement naturelle, donc ce serait beaucoup plus compliqué. Si ce que vous voulez, c'est avoir une interaction réelle avec une entité et que vous êtes à l'extérieur, ce qui va vous servir le plus, ce sont des appareils. Alors quand je dis des appareils, c'est pas forcément des appareils de chasse aux fantômes comme ceux que nous, on utilise. N'importe quel objet peut vous servir à avoir ce genre d'interaction. Par exemple, si vous êtes en extérieur, amenez une balle. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez donner un coup dans la balle? Je parle pas de si la balle fait hi-hi. Ça, c'est possible. Un tremblement de terre minime que nous, on n'aurait pas senti. Un train qui passe sous terre. Enfin, voilà, un énorme coup de vent. Enfin, ce genre de choses peuvent faire bouger une balle. Mais si vous dites à une entité, est-ce que vous pourriez vraiment toucher la balle qui est là et que cette balle, vous voyez qu'on lui a donné un coup? Interaction. Alors, je sais que tout ce que je vous dis peut paraître un peu étrange et j'ai pas réponse à tout, hein, attention. C'est-à-dire que quand je vous dis les choses que j'ai vues moi-même, allumer ou éteindre une lumière, ouvrir ou fermer une porte, toucher un objet à ma demande, etc. Comment je l'explique? Je l'explique pas en fait. Je l'explique pas. J'ai pas de théorie là-dessus. Comment quelqu'un qui n'a plus de corps peut venir toucher un objet? Comment l'immatériel peut interagir tout d'un coup avec le matériel? Bah ça, je sais pas. Pour l'instant, je constate, mais je sais pas. Et si vous regardez déjà des épisodes de Chasse aux fantômes, ou si vous vous intéressez déjà au travail des enquêteurs et enquêtrices du paranormal, vous savez que l'interaction qu'on a le plus avec les défunts, ce sont les PVE, ce qu'on appelle des PVE. Alors PVE, c'est l'acronyme de phénomène de voix électronique. C'est ce qu'on appelle tout simplement la voix des morts, et c'est ce qu'on enregistre quand on fait des séances de PVE, ce qu'on peut appeler aussi provocation passive, c'est juste quand on fait des séances de questions-réponses. Donc ces séances, on va les enregistrer avec ça peut être plein de choses. Moi, j'utilise des dictaphones analogiques avec des cassettes, j'utilise des dictaphones numériques, j'utilise parfois des applications avec mon téléphone. On peut utiliser différents types d'appareils. Mais si on considère que la communication est une interaction, et moi je considère que oui, c'est vraiment l'interaction qu'on a le plus. Voilà, on essaye d'enregistrer des voix, on en a, quand on réécoute nos enregistrements, on en a, on sait que c'est pas nous, on ne sait pas d'où elles viennent. À nouveau, est-ce que j'ai une explication par rapport à ça? Non. Comment est-ce qu'une entité qui n'a plus de corde vocale pourrait parler? Je ne sais pas. Voilà, Isaac, j'espère que j'ai répondu à ta question. On va passer à la question suivante. J'espère que je n'écorche pas ton prénom. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire, je suis vraiment désolée. J'ai envie de prononcer ça Mazaï, je suis vraiment désolée, qui pose en fait 3 questions en une. Comment le paranormal influence-t-il notre perception de la réalité et de l'existence humaine? Quelles sont celle-ci elle est très importante, quelles sont les limites éthiques de l'étude et de l'exploitation des phénomènes paranormaux? Alors pour commencer, comment est-ce que ça influence notre perception de notre réalité et de l'existence humaine? Ça la chamboule complètement, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort n'est pas une fin. Ça veut dire que quand on croit que c'est fini, c'est pas fini. Ça veut dire que notre existence ne s'arrête pas au matériel, au physique, au charnel, en fait, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif, extrêmement bénéfique, mais qui peut être extrêmement dangereux également. C'est extrêmement bénéfique parce que lorsqu'on est en deuil, eh bien ça donne un peu d'espoir, de se dire que cette personne qui nous manque n'a pas disparu complètement, est encore un peu là. Et en même temps, se dire que la mort n'est pas une fin, je trouve de façon complètement personnelle que ça peut être un peu dangereux dans le sens où ça enlève un petit peu du précieux de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, à quoi bon se dire il faut que je profite, ou il faut que je fasse telle et telle chose, il faut que j'essaye d'avoir ce métier, il faut que j'essaye d'assouvir cette passion, et j'aime cette personne, il faut que j'ai une relation avec. À quoi ça sert si on se dit en fait, après cette vie, il y a encore autre chose. Et je trouve que, outre enlever ce sens unique de la vie, ça enlève également un petit peu le sens du temps qui passe et le sens
des chances, des opportunités qui s'amenuisent si on a ces chances et si on a ces opportunités. Donc, au final, je trouve que si on était sûr que les fantômes existent, et qu'en fait, quand on est mort et morte, on n'est pas tout à fait mort et morte, je pense que ça aurait des implications sur les vivants et vivantes qui dépassent pour l'instant ce qu'on peut imaginer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on n'en a pas la preuve formelle, on a des preuves qui ne satisfont pas tout le monde, c'est normal. Moi, il y a des choses que je vais considérer comme des preuves et où je vais me dire, ok, ce jour-là, vraiment, j'ai compris que les fantômes existaient et qui vont pas vous convaincre vous. Et c'est normal, c'est ok, il faut l'accepter. Mais je pense réellement que cette preuve ultime, alors quand on me demande c'est quoi la preuve ultime, je dis la preuve ultime, ce serait ton oncle qui est décédé il y a 4 ans, que tu appelles chez toi et qui apparaît, qui arrive, qui vient s'asseoir sur une chaise en face de toi et qui commence à te parler. Et tout ça, tu peux l'enregistrer et te filmer. Voilà, ça c'est la preuve ultime. Et que cet oncle te dise, oui, je suis mort il y a tant d'années, je sais déjà plus ce que j'ai dit, mais je suis encore là en fait. Voilà, ça ce serait la preuve ultime. Tant qu'on l'a pas, je pense que mine de rien, on se protège de quelque chose, quelque part. Peut-être que je me trompe, mais il y a une partie de moi qui n'est pas pressée qu'on ait cette preuve ultime. Et pour la deuxième partie de ta question, donc pour tout ce qui est éthique, vous le savez, on s'est déjà posé la question, en particulier avec Vanessa de la chaîne Paranormal Life et avec Julie de Bohème. Julie est un toutoun sur les réseaux. Il y a d'ailleurs un épisode du podcast Who You Gonna Call qui est disponible sur Spotify, qui tourne uniquement autour de cette question de l'éthique. Et en l'écoutant, vous vous rendez compte que, en fait, on essaye un petit peu de trouver des solutions, mais en fait, on se rend vite compte que la solution pour une pratique éthique du paranormal, elle existe quasiment pas. Vraiment, c'est une question qui est hyper importante, mais attention, quand j'y réponds, je ne suis pas dans le jugement parce que j'ai conscience que moi, ma pratique, si on part d'un point de vue complètement objectif, n'est pas éthique à 100%. Et c'est ce que je pense réellement. Pour moi, c'est quasiment impossible d'être éthique à 100% à partir du moment où la seule personne ou le seul fantôme avec lequel on essaye d'interagir, c'est pas uniquement ce tonton qui est mort, et je ne me souviens toujours plus depuis combien d'années j'ai dit. Nous, en tout cas, dans notre pratique du paranormal, il y a quelque chose qui sort un petit peu de ça, et on s'est posé des questions avec Vanessa et Julie à se dire, ok, bon, on le constate maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le constater et dire ce que je fais est pas éthique, ça suffit pas. Ça suffit pas, les gars, il faut trouver des solutions et essayer de mettre des choses en place. Et même si c'est pas parfait, il faut essayer de s'améliorer. Et moi, je me suis dit, en fait, pour moi, une des choses à ne pas faire, c'est utiliser l'histoire et les prénoms. Si vous suivez mon travail depuis les débuts de ma carrière, donc à l'époque de la Nuit du Chasseur, quand j'ai créé le groupe La Nuit du Chasseur, avant que j'enquête seule et que je travaille seule, on mettait un point d'honneur quand on allait quelque part à connaître l'histoire du lieu dans lequel on allait, le nom des personnes, quand et pourquoi est-ce qu'elles étaient mortes. Enfin voilà, et d'essayer, parce que pour nous c'était du respect, attention, hein. On n'y allait pas en se disant on va s'en servir comme ça, ils vont nous répondre. C'est pas ça du tout. On se disait on va l'apprendre parce qu'on est chez eux et chez elles en fait, et que c'est un peu, pour nous, c'était impoli de dire à quelqu'un, venez nous parler, sans qu'on ait à un seul instant essayé de se questionner sur son histoire. De plus, lorsqu'on travaille dans des monuments, on est souvent face à une histoire qui n'est pas toujours reluisante, dans laquelle il y a souvent des victimes. Et c'était déjà très important à l'époque de la Nuit du Chasseur, ça l'est encore plus pour moi. Il est important de dénoncer ces choses et de parfois mettre les victimes à leur place de victimes. C'est ce qui s'est passé par exemple une fois lorsqu'on enquêtait dans un château et il y avait une légende bien évidemment de dame blanche machin parce que le roi, le maître des lieux, je ne sais plus, avait épousé une jeune fille qui bien évidemment l'avait trompée. Enfin, un truc vraiment mais complètement tiré par les cheveux. Moi j'ai mis un point d'honneur à faire des recherches sur cette histoire, à comprendre réellement ce qui s'était passé, et en fait je me suis très vite rendu compte que cette jeune fille dont on disait elle a fait un bébé dans le dos du roi, nanana, et ben en fait elle était mineure et que c'était un mariage forcé. Et ça c'est important. Pour moi c'était important en faisant cette enquête. Alors c'est peut-être ce qui a fait que on s'est fait fermer la porte de plusieurs lieux au nez. C'est pas grave, je m'en fous. Moi je voulais pas essayer d'interagir avec ce fantôme sans lui dire. Et ben aujourd'hui on est en 2000, je sais pas quelle année on était, 2017, 2018, et en fait le patriarcat est
un tout petit peu moins pesant, enfin c'est un peu mieux quand même. On n'y est pas, mais on s'accroche. On se sait. Et je tiens à dire que ce que vous avez vécu n'est pas normal. Vous n'auriez pas dû être forcé à vous marier, etc., etc. Et pour nous, c'était hyper important de faire ça. Je pense toujours que ça l'est. Par contre, je pense qu'il ne faut plus le mettre dans les épisodes. Parce que lorsqu'on va dans un lieu et qu'on essaye de parler à un mort ou une morte, à un fantôme, cette personne ne nous appartient pas. Elle ne fait pas partie de notre famille, elle ne fait pas partie de notre cercle social. Et ayant eu, moi, des deuils proches, dont ma mère, je l'ai déjà dit, je crois, dans des vidéos ou dans des podcasts, si on me dit « Ah là là, j'ai fait une séance de je sais pas quoi et j'ai parlé à ta mère », ça me met dans une rage incroyable. Parce que c'est ma mère, elle ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit d'en parler. Et je ne peux pas ne pas appliquer aux autres ce que j'applique à moi. Et donc quand je vais dans un lieu, si je me mets à essayer d'appeler quelqu'un par son nom, en fait, je m'approprie ce défunt. Et ce défunt ou cette défunte a encore une famille, a encore des descendants, des descendantes qui sont là et qui n'aimeraient pas qu'on fasse ça. Et je le comprends. Donc, une des choses qu'on a établies, c'est qu'on allait essayer de ne plus se servir de ça. Y aller et en off, hors tournage, dire on sait qui est là, on sait pourquoi. Et éventuellement, à l'époque, votre histoire a été mal racontée, mais nous, on sait. On sait ce que vous avez vécu et c'est pas normal. Tout ça, ça peut être en off. Il y a pas besoin de le filmer. Vous savez, c'est comme on dit, ça fait pas longtemps qu'on dénonce cette trend qu'il y a eu et qui était absolument gerbante, des gens qui se filmaient en train d'aller donner de l'argent à un ou une SDF, ou qui se filmait en train de lui dire viens, je vais t'emmener chez moi, tu vas prendre une douche, on va t'emmener chez le coiffeur, je vais te donner 100 balles. C'est dégueulasse, parce que si tu le filmes, tu le fais pas pour lui, tu le fais pour toi en fait. Si tu veux aider quelqu'un, ne te filme pas, ça n'a aucun intérêt. Si tu veux être altruiste, tu n'as pas à faire ça. Et ben là, c'est un peu la même chose en fait. C'est un petit peu la même chose pour moi, donc c'est une des choses que j'essaye de faire. J'essaye un petit peu de pas être irréprochable, je le serai jamais. J'espère trouver d'autres moyens de l'être. Si vous avez des idées, ça faisait très jingle ce que je viens de faire, si vous avez des idées sur des choses que moi-même je fais par exemple lors de mes enquêtes, et vous voulez me dire ça River Gems c'est pas non plus extra, ou ça m'a un peu choqué et que c'est de la vie générale, tout le monde trouve ça un peu bof, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des idées sur comment être un petit peu plus éthique dans la mesure du possible, n'hésitez pas à me le dire. Il y a des choses que j'ai déjà un petit peu dénoncées, par exemple ça je l'ai dit également lors d'un podcast où j'ai été invitée qui s'appelle Rencontre surnaturelle, où l'animatrice me parlait des gens qui vont faire des enquêtes dans des lieux abandonnés, ce qui peut m'arriver aussi, et qui parlent de l'histoire du lieu. Je lui ai expliqué, alors vous le savez peut-être, je fais beaucoup d'urbex, mais en dehors des enquêtes. Je vous assure que à moins de connaître parfaitement la personne qui habitait dans cette maison, vous ne pouvez pas, lorsque vous visitez une maison, un lieu d'urbex, connaître l'histoire parfaitement des habitantes et des habitants du lieu. Vous pouvez avoir leur nom sur des enveloppes, vous pouvez avoir des photos de famille, etc. Vous pouvez pas savoir, il y a telle personne qui a été assassinée et en fait on pense qu'il l'a mis dans son truc, dans son garage, et c'est pas vrai. Quand vous voyez des choses comme ça, ce sont des histoires qui sont inventées parce que ça donne ce qu'on appelle du storytelling aux enquêtes. Ne m'en voulez pas si vous le faites et que j'en parle, c'est important. Vous faites ce que vous voulez. Je suis pas en train de vous dire je suis un ange et vous un démon. Moi je le fais pas et je le ferai jamais parce que c'est du storytelling. Vous êtes chez quelqu'un. Même si cette maison est abandonnée, elle n'est pas abandonnée totalement. En France, les maisons qui sont abandonnées le sont soit parce que par exemple une personne est défunte mais elle n'avait pas de descendance directe et il n'a pas été possible de retrouver les ayants droit, soit il y a au moment où la maison est abandonnée, encore des batailles juridiques qui ont lieu. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Une maison peut être abandonnée pour plein de raisons et elle peut être abandonnée depuis pas longtemps et avoir l'air d'être abandonnée depuis 10 ans. En fait, on s'en rend pas compte, mais une maison, quand il y a plus d'habitation, plus d'électricité, plus de chauffage, plus d'eau, tout ça, une maison, ça se dégrade très très vite. Et donc, le lieu dans lequel a été habité il y a pas longtemps et a probablement encore des racines chez des vivants et des vivantes qui sont pas loin. Donc ça pareil, pour moi, éthiquement, c'est hyper important de le faire. Quand tu es dans un lieu abandonné, oui, tu sais comment s'appelle la personne, non, tu connais pas son histoire sur 15 générations et il faut pas faire semblant.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est une question, j'ai pris un peu de temps parce que pour moi, comme vous l'entendez, elle est importante, elle me prend au cœur parce que j'ai tellement de respect pour ce que je fais et j'ai tellement d'amour et de passion pour le paranormal que je ne peux pas le faire sans morale. Et donc j'essaye, je fais ce que je peux, mais à nouveau, peut-être que vous avez des idées. Je sais que je suis pas parfait, mais c'est une question qui est importante et il faut absolument la poser. On voit trop de dérives dans le paranormal. Il y a quelques temps, j'ai vu des gens enquêter dans une maison abandonnée dans laquelle ils avaient décidé qu'une personne s'était ôté la vie et pour enquêter, ils sont allés dans le grenier et ils ont fait semblant eux-mêmes avec un objet de s'ôter la vie. Parfois, j'en veux pas aux gens de nous détester, en fait. Parfois, j'en veux pas aux gens de penser qu'on est des tocards et des tocardes. Il faut pas faire ça. Ah oui, une troisième question, toujours de la part de Maasaï, qui nous dit, encore une question hyper importante. Maasaï, elle a fait, je dis les termes, je pose des questions qui fâchent. Quelle est la valeur des expériences personnelles et subjectives dans l'étude du paranormal? Non, je me marre parce que c'est que des questions, mais j'adore, merci. Merci, j'adore. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Par exemple, Camille Flammarion, son travail c'était ça. Il étudiait les phénomènes paranormaux, mais la plus grosse partie de son travail, c'était un travail d'archiviste. Il a essayé de récolter un maximum de témoignages et d'histoires de gens qui avaient vécu des phénomènes paranormaux. Ces témoignages, si on parle d'un point de vue uniquement parapsychologue, ces témoignages, ils sont hyper importants. Pourquoi? Déjà d'une, parce que la parole humaine a de la valeur. L'expérience humaine a de la valeur. Ensuite, ces témoignages, s'il y en a suffisamment, on va peut-être pouvoir en tirer des constantes, des normes, des schémas répétitifs. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, vous le savez, d'un point de vue complètement justement River James, j'adore raconter des histoires de fantômes et des histoires qui font peur. J'adore conter les choses. Et pour ça, tout simplement, la valeur des témoignages et tout ce qui est histoire personnelle, moi, ça m'intéresse énormément. Par contre, et tu as utilisé le bon mot, c'est subjectif. Et d'un point de vue scientifique, ça n'a aucune valeur. Je le comprends, une histoire n'est pas forcément une vérité, même sans qu'on s'en rende compte. On le voit même nous, je pense qu'il y a des phénomènes que j'ai vécu, admettons peut-être il y a 6 ans, que je ne raconte plus pareil aujourd'hui que lorsque ça venait de m'arriver. C'est normal, c'est humain. En fait, la mémoire, elle travaille, elle va changer les choses, elle va les lisser, les aplatir, et au bout d'un moment, ces souvenirs, ils changent en fait. Si on n'écrit pas tout de suite sur un carnet ce qui vient de nous arriver, on va l'oublier. Même si on le raconte tous les mois dans des conférences, il y a des détails qui vont changer. C'est quasiment sûr. Du coup, il faut absolument tout écrire, mais ça reste subjectif. Une histoire n'est pas une preuve, et d'un point de vue scientifique, ça n'a aucune valeur. Alors je sais que c'est dur à entendre, hein, je l'entends, c'est même dur un peu pour moi de le dire, parce que des expériences personnelles, j'en ai des tas, mais je les remets constamment en question, ce dont je n'ai pas la preuve matériellement. J'ai énormément de mal à les garder vivantes et réelles dans mon cerveau, mais ça aussi c'est quelque chose que le cerveau humain fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va essayer de rationaliser les choses. Et c'est normal, parce que quand il nous est arrivé quelque chose de paranormal, même moi, hein, quand les gens me disent mais comment tu fais pour aller en enquête, t'as pas peur et tout, mais je l'ai toujours dit, ça fait 11 ans que je fais ça fait 11 ans que j'ai peur, j'ai jamais pas peur, c'est pas vrai. Il y a des endroits dans lesquels je vais me sentir bien, plus à l'aise. Il y en a dans lesquels je vais vraiment, ça va se voir, j'ai pas envie d'être là. Je pense par exemple au pensionnat, aux différentes enquêtes du pensionnat qui sont sur ma chaîne. Il y a des endroits qui vont être plus calmes et d'autres beaucoup plus terrifiants. Mais de toute façon, le cerveau, au bout d'un moment, il va chercher à rationaliser. Même les trucs les plus flippants et dont vous êtes sûr, si vous n'en avez pas la preuve, et l'histoire va changer. C'est obligatoire. Donc, point de vue parapsychologue, point de vue journalistique, point de vue d'auteur, histoire personnelle, génial. Allez-y, racontez-les-moi, j'adore ça. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue enquête, ça n'a aucune valeur. Ok, on va passer à une nouvelle question et c'est Lisa qui pose une question qui est très intéressante parce que elle va me permettre de parler de quelque chose qui me gêne dans le paranormal. J'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais là je vais pouvoir en parler un petit peu plus. Lisa nous demande: nos proches disparus peuvent-ils et elles nous voir et veiller sur nous? Donc ma réponse va être en deux parties. Est-ce que ils et elles peuvent nous voir?
Oui. Pourquoi? Parce que si c'était pas le cas, il ne pourrait pas interagir avec des objets. Ou nous, interagir avec nous. Quand je me fais griffer, par exemple, j'ai du mal à imaginer que l'entité se balade tout ongle, sorti et fait... Je fais hyper bien bref, anyway. En espérant griffer quelqu'un. Je pense que c'est un geste qui est voulu, qui est raisonné. Quand on demande à une entité est-ce que vous pouvez vous approcher de mon appareil et que cet appareil vous le tenez dans la main, ce serait un petit peu bizarre de me dire elle voit l'appareil mais elle me voit pas moi. Donc oui, je pense que les entités peuvent nous voir. À nouveau, comment, à partir du moment où elles n'ont plus d'œil, de pupille, de cerveau, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, mais oui, je pense que c'est possible. Est-ce que il et elle peuvent veiller sur nous? Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, mais c'est important, donc je vais le répéter. Il faut absolument déconstruire ces schémas et ces croyances qui sont déjà d'une extrêmement racistes et extrêmement élitistes. Pourquoi racisme et élitiste? Oui, je sais, on est en train de s'éloigner du paranormal, mais il faut absolument garder ces questions centrales. Tout à l'heure, on parlait d'éthique, et c'est important, il y a une morale aussi. On croit tout le temps, on se dit, ah, mais tu sais, il ou elle veille sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, si tout d'un coup, vous roulez et que les freins de votre voiture cèdent, stop, vous n'allez pas avoir d'accident? Ça veut dire que si votre sèche-cheveux tombe dans votre bain, vous n'allez pas être électrocuté. Et à l'inverse, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est en ça que je dis que c'est extrêmement raciste et élitiste. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont une vie très difficile, très compliquée, qui sont très défavorisés, que ce soit des gens, par exemple, des immigrés qui vivent en France et qui vivent dans des conditions horribles, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il n'y a personne qui veille sur eux, sur elle et sur eux? Bah non, on peut pas dire ça en fait. Est-ce que un enfant qui demain naît en Ukraine, dans un pays qui est en guerre, sa vie elle va être très très difficile, hein. Il est né dans un contexte qui va être probablement mortel pour lui. Est-ce que ça veut dire que personne ne veille sur lui? Moi, je choisis de ne pas penser avec cette morale-là, parce que quand on dit qu'il y a des gens qui veillent sur nous, c'est comme si on méritait, nous, qu'on veille sur nous. On peut pas dire à quelqu'un à qui il arrive que des malheurs, d'ailleurs, ça viendrait à l'esprit de personne, je pense. Hein. Moi, s'il m'arrive quelque chose de bien, il y a plein de gens qui vont me dire « Ah, ta mère veillait sur toi ». Et si jamais, demain, j'ai un accident de voiture terrible, ou que ma maison brûle... Du bois... Merci Panda. Si demain il m'arrive ça, est-ce que vous allez me dire « Ah ta mère elle était pas là pour veiller sur toi » parce qu'il était mardi 18h, et mardi 18h dans l'au-delà, elle a autre chose à faire. Non. Non. Je comprends qu'on se le dise, en particulier après un deuil, mais dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait pas essayer d'enlever la notion de veiller sur, dire « Cette personne est là avec toi ». Parce que par contre, est-ce que je crois que ma mère est là avec moi? Oui. Hyper souvent, et j'en ai eu des preuves matérielles. Maintenant, est-ce que je pense qu'elle a un quelconque pouvoir sur ce qui m'arrive? Non. Non, et c'est à nouveau, c'est juste et c'est normal, parce que si c'était le cas, ce serait pas juste que moi, ma mère, elle puisse veiller sur moi, et que le voisin à qui il arrive que des misères, il n'y ait personne pour veiller sur lui ou sur elle. Pour moi, ces questions, elles sont importantes. Il faut se questionner, pas s'empêcher d'avoir ses propres croyances. Si vous croyez que vos défunts et vos défuntes, ils sont encore là avec vous et que ça vous fait du bien, mais super, dites-le vous. Mais est-ce que ça suffit pas? Est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter là, au lieu de dire « Non, mais ils veillent sur nous ». Si déjà ils sont là, c'est cool, on a de la chance. On va peut-être s'arrêter là. On pose toutes les questions difficiles. De plus, je ne crois pas aux notions, je ne crois pas à l'existence des guides. Je ne crois pas non plus à l'existence des anges gardiens. Ce sont des notions qui sont 400% chrétiennes en fait, et qu'on a intériorisées parce qu'on est en France et que la France... soi-disant un pays laïque, mais pas du tout, on est un pays chrétien. C'est un peu... Bon bref, on va pas aller là-dedans. Et sans ça, ces notions, elles existent pas trop. Alors, moi, c'est des questions... Enfin, voilà, c'est des notions auxquelles je crois pas, parce que j'ai du mal avec
la hiérarchisation que ça implique. C'est-à-dire qu'un guide, ce serait quelqu'un d'un peu supérieur. Supérieur pourquoi? Supérieur à qui? Supérieur par quels moyens? Donc moi, c'est vraiment, j'ai aucun problème avec les gens qui pensent, qui croient aux anges gardiens, aux guides, aux gardiens des lieux, etc. Moi, ça me pose pas problème. Ça fait par contre pas du tout partie, moi, de mes croyances, parce que ça ne colle pas non plus à mes croyances hors paranormal. Je ne crois pas à la supériorité des gens, je ne crois pas à l'élitisme, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui ont plus compris les choses que d'autres, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui soient plus en position de protéger des lieux que d'autres, et donc j'essaye d'appliquer dans le paranormal la morale que j'ai dans la vie. Donc voilà. Et à nouveau, me tombez pas dessus dans les commentaires, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça me gêne pas si vous avez cette croyance. Ça me gêne pas. Moi, j'y crois pas. Voilà. Voilà, Lisa, j'espère que j'ai répondu à ta question. On va passer à la question suivante. Donc, c'est Rattlesnake Highway qui la pose et qui dit combien de catégories d'entités peut-il y avoir et comment les classe-t-on? Alors, en ce qui me concerne, je ne fais pas vraiment un classement des entités, je fais plus un classement des phénomènes. C'est le classement dont je vous parlais tout à l'heure avec les phénomènes résiduels et les phénomènes conscients. Mais par contre, cette question, elle me permet d'expliquer quand même que pour moi, il y a ces catégories-là, mais qu'il y en a d'autres. L'autre catégorie, enfin le reste, la catégorie, c'est la catégorie le reste. Parce que je ne peux pas inventer un nom de catégorie. C'est là-dedans que je vais mettre tout ce que je comprends pas. Toutes ces histoires de boucles temporelles, tout ce qui est phénomène de doppelganger, toutes ces choses-là. Est-ce que les cryptides sont des entités? Bigfoot est-il un animal ou autre chose? Donc je vais mettre vraiment tout ça là-dedans. Donc pour moi, il y a vraiment ces trois catégories-là. Sachant que je vous dis ça, mais enfin je vous dis pour moi, mais les entités, les phénomènes résiduels et conscients, c'est deux catégories qui sont un peu acceptées, on va dire dans le milieu, dont on parle assez souvent. C'est pas une notion qui est rare. Ensuite, on a Lucas, mon cher Lucas, qui dit: les expériences que tu as vécues ont-elles fait que tu n'as plus peur de la mort? Non. Voilà, merci Lucas. C'est une très bonne question, et non, comme je le disais, j'ai toujours peur de la mort. Ta question elle est intéressante parce que c'est une croyance que j'avais au début, et je pense que si au tout début de ma carrière, ça se trouve c'est arrivé, je me souviens plus, si on m'avait demandé pourquoi est-ce que tu fais ça, j'aurais probablement répondu pour ne plus avoir peur de la mort. Ça fait 11 ans que je le fais. Est-ce que je crois à l'existence des fantômes dans le sens, est-ce que je crois à la possibilité que quand on meurt, il y ait quelque chose qui survive? Oui. Est-ce que j'ai encore peur de la mort? Oui. Parce que même si on croit aux fantômes, même si... je vais prendre un exemple personnel pour être plus clair. Même si ma mère qui est décédée, c'est pas je crois, c'est je sais qu'elle est là. Parce que j'ai eu des preuves matérielles que j'ai observées avec le même sens critique que pour d'autres phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on m'a dit c'est ta mère, etc. J'ai eu quand même l'objectivité et le sens critique de dire c'est pas vrai. J'adorerais, mais c'est pas vrai. Il y a des choses qui font que je sais que ma mère est encore là. Est-ce que c'est pour ça qu'elle ne me manque pas? Bah non, non. On a beau savoir, quand on croit aux fantômes, on a beau savoir qu'on va toujours être un peu là. Oui, mais dans quel sens? On reste un peu, mais on reste pas totalement. Quand on aime quelqu'un ou quelqu'une, on peut le ou la voir et juste être heureux de la ou la voir. Mais ça veut dire quand même que cet état fait qu'on ne va plus dormir avec, on ne va plus pouvoir le ou la toucher, on va plus pouvoir lui parler, on va plus pouvoir aller se balader avec, manger avec, sentir son odeur, toutes ces choses-là. Et en fait, toutes ces choses-là, elles ne sont pas résolues par une certitude que la mort n'annihile pas tout. Je pense qu'il y a une grosse notion de solitude en fait du fantôme, et moi j'ai très peur de ça. J'ai très peur de ça. J'ai peur de la solitude déjà dans la vie. J'adore être seule, mais parce que je sais que j'ai des amis, j'ai des gens autour de moi, des familles, de la famille, etc. Vivre complètement seule, c'est quelque chose qui me ferait très peur. J'adore partager les choses. Vous le savez, hein, c'est pour ça que je filme mes enquêtes, c'est pour ça que voilà, que je fais des conférences, que j'adore faire des ghost hunts et vous rencontrer et parler avec vous. Si on me disait, bah tout ça, en fait, tous ces gens, tu vas pouvoir les voir, mais c'est tout. Ce serait terrible pour moi.
terrible. Donc non, l'expérience ne m'a pas enlevé cette peur de la mort, ni pour mes proches, ni pour moi. Je sais qu'il y a cette notion, on nous dit « Ah, mais par exemple, je vais reprendre l'exemple de ma mère ». À nouveau, c'est vraiment juste pour prendre un exemple personnel. On parlait d'éthique tout à l'heure, donc c'est pour parler que de moi. Selon les croyances populaires, ma mère, là, elle est pas seule. Elle est avec son frère, elle est avec ma grand-mère, elle est... Mais ça, moi, j'en sais rien. Et à nouveau, il faut essayer de remonter loin, mais il faut se rendre compte que ces notions, ce sont des notions chrétiennes. D'où elles nous viennent? Elles nous viennent de l'existence du paradis. Et lorsqu'on meurt et qu'on a été quelqu'un de bien, on va au paradis. Et au paradis, à qui? Les nôtres, en fait, qui nous attendent. Et comme je ne crois pas à ces notions, je ne crois pas au paradis, je ne crois pas à l'enfer, j'appelle ça l'au-delà, mais je ne sais pas en quoi je crois. Un autre état, un autre, je ne sais pas, un autre temps, un autre espace-temps. Du coup, non, je peux pas me dire, en fait, que ma mère, oui, elle est avec sa famille, etc. Et ça me rend très triste. Et ça me rend triste aussi de me dire que quand je vais mourir, je vais peut-être pouvoir voir les miens de loin, mais c'est tout. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour être heureux. On a des discussions qui sont pas hyper joyeuses, mais en même temps c'est pas mal parce que c'est quelque chose que je dis parfois en conférence. C'est important pour moi, en partie pour respecter cette éthique, de replacer au centre du paranormal la mort et le deuil. Ne pas oublier que oui, il y a des vidéos de divertissement sur YouTube en rapport avec le paranormal, mais qu'on est toujours en train de parler de quelqu'un. Quelqu'un qui a été vivant et qui ne l'est plus maintenant, et c'est extrêmement important. Et effectivement, c'est des discussions qui sont pas joyeuses, donc, mais c'est important de les avoir. Ensuite, l'omelette au chon-mignon qui me demande quelle est ta conception de l'au-delà et qu'est-ce qu'un fantôme finalement. Elle ajoute plutôt biblique ou cinématographique, donc ce qui me parle le plus. Ma conception de l'au-delà, j'en ai pas vraiment, dans le sens où c'est je vois pas ça du tout comme un tunnel et une lumière au bout. Je vois pas ça non plus comme une sorte d'espace de lumière et de bien-être dans lequel on flotterait. Et j'ai pas cette notion-là. Je ne m'imagine rien. Donc j'ai pas vraiment de conception de l'au-delà. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'en tout cas, mon expérience ne m'a donné connaissance sur rien par rapport à ça. Ça ne m'a amené aucune conception de l'au-delà. Voilà. Je vous l'ai dit, je ne crois pas au paradis, je ne crois pas à l'enfer. Je ne crois pas non plus au... Je sais qu'il y a des gens qui parlent de ça, comme si c'était nivelé, on est à tel niveau, mais en fait, on n'est pas passé au niveau d'au-dessus, parce qu'au niveau d'au-dessus, il faut faire ci. Bon, ça, c'est des notions qui me parlent pas du tout. Pour moi, on est encore dans de la méritocratie, et ne faites pas ça. Mais du coup, je suis désolée, j'ai pas vraiment de réponse à ta question. Non, j'ai pas de conception de l'au-delà. Et par rapport à ma conception de qu'est-ce qu'un fantôme, déjà entre biblique et cinématographique, je vais te dire déjà pas biblique. De toute façon, à nouveau, parce que je suis pas chrétien, je suis juif, je suis de religion juive. Il faut savoir que dans le judaïsme, cette notion de mort et du fantôme, dans la globalité, le judaïsme, c'est une religion assez libre. C'est-à-dire que si vous parlez à un rabbin, et si vous lui demandez c'est quoi la mort, c'est quoi le paradis, il y a des chances qu'ils vous disent c'est ton paradis. C'est toi qui sais. Et pas Dieu nous a dit que le paradis c'était un tunnel. Donc c'est une religion dans laquelle il y a beaucoup de liberté et beaucoup de philosophie en fait. Donc peu de concret. Du coup, non, pas biblique. Plutôt cinématographique, même si dans 99,99% des cas dans les films d'horreur, c'est absolument pas ce qu'on vit dans la réalité. Non, les entités ne marchent pas au plafond. Non, elles ne peuvent pas vous jeter par la fenêtre. Non, elles ne vont pas faire que vous puissiez tourner votre tête à 180 degrés. Non. Tout ça, c'est bien évidemment complètement faux. Mais je me rapproche plus de cette conception-là dans la normalisation du truc, c'est-à-dire les films où on va nous montrer qu'un fantôme, c'est quelqu'un qui était vivant à un moment et qui parle à des gens. Il y a un film merveilleux, hyper joli déjà, rien qu'en termes de réal et de photographie, il faut absolument que vous le voyez, et que j'avais adoré également parce qu'il reprend le concept du fantôme sous un drap blanc. Ça, c'est vraiment une image que j'adore, mais ce film s'appelle A Ghost Story, et en fait, c'est un fantôme un défunt qui reste chez lui, non pas parce que vraiment, on nous le dit pas, il est pas bloqué, il est pas, mais en fait, il essaye d'atteindre
un bout de papier qui se trouve dans un endroit chez lui. Et en fait, sur ce bout de papier, c'est sa copine, son ex-copine, qui, elle, n'est pas décédée, qui avait écrit. Et en fait, il ne part pas de cette maison, donc il n'a pas réussi à trouver ce putain de bout de papier. Et quand il le trouve, il disparaît, on ne sait pas pour où, on ne sait pas pourquoi. Et bah, moi, j'ai plus cette vision-là. Alors, je vous parle pas du drap, même si à nouveau, c'est mon imagerie préférée du fantôme, c'est le fantôme sous un drap. Par contre, ça me parle non, j'essaye de me raccrocher encore un tout petit peu à ma vie. J'avais cette femme que j'aime, qui a continué à vivre, etc. Et je sais qu'elle mettait des petits bouts de papier là, dans le mur. Il faut que je trouve ce bout de papier. Je partirai pas tant que j'ai pas trouvé ce bout de papier. Sans tomber dans ce que je vous disais tout à l'heure, cette notion de la mission. Il a une mission, etc. Là, je parle plus de volonté, en fait. De cette volonté de vouloir atteindre ce petit bout qui le raccroche à la femme qu'il aime. Parce que c'est tout ce qui lui reste. Et ça, c'est un concept qui me parle beaucoup. Après, je ne crois pas aux anges, je ne crois pas aux démons, je crois aux êtres humains. Méchants, gentils, bêtes, cons, pas sympas, égoïstes, etc. Ou drôles, joueurs, tout ça. Donc les fantômes qui auraient ces traits de caractère-là, oui, j'y crois complètement. J'aime vraiment les choses normalisées. C'est difficile de se dire et de s'en rendre compte, attention pour tout le monde, pour moi aussi, mais c'est un travail de déconstruction qui est important à faire. Il faut vraiment qu'on se rende compte que la plupart de ce qu'on nous dit, de ce qu'on pense savoir sur l'au-delà, les notions qu'on nous donne, etc., c'est tiré du christianisme en fait. À nouveau, parce que on est dans un pays où le christianisme est partout, sur les routes, dans les villes, il y en a vraiment partout, et c'est difficile de se détacher de ces notions-là, mais du coup, vraiment, pour moi, dès que ça touche à tout ce qui va effectivement être religieux ou biblique, je m'en éloigne le plus possible. Ni vraiment biblique, ni vraiment cinématographique, mais quitte à le choisir, je préfère quand même cinématographique. C'est long, je suis désolée, depuis combien de temps j'enregistre ? Ça va peut-être être une vidéo un peu longue, je suis désolée. Lady Chips qui demande comment peut-on apercevoir les fantômes ? Est-ce qu'on aperçoit plutôt des formes ou est-ce qu'on aperçoit plutôt des personnes ? Je vais parler de moi. Les fois où ça m'est arrivé, non, je n'ai pas vu des formes ni des orbes. Vous le savez peut-être, je ne crois pas aux orbes. Les orbes, pour moi, sont des insectes, des poussières, des choses qui se baladent dans l'air, parce que, voilà, mais pour moi, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Lorsque j'ai vu des fantômes, j'ai vu des gens. Mais des gens tellement gens que je mets quelques secondes à me rendre compte que ce que je vois n'est pas normal, qu'il y a un problème, une anomalie avec ce que je suis en train de voir, parce que je ne vois pas quelqu'un de transparent. J'ai quasiment envie de dire, je vois quelqu'un en chair et en os. Je vois ses habits, ses cheveux, la couleur de ses cheveux. Voilà, je les vois bouger, je vois pas des formes. Pour l'instant, je crois pas que ça me soit déjà arrivé, j'essaie de chercher dans mes souvenirs. Je crois pas que ça me soit déjà arrivé d'avoir vu juste une forme. Ça a pu peut-être m'arriver de voir quelque chose dans le noir, en étant moi dans le noir, et donc de pas bien le voir, et donc de dire j'ai cru voir une forme passer, mais ça veut pas dire que c'était une forme. Ça veut dire que juste en fait j'ai pas de visibilité parce que mes yeux voient pas dans le noir. En tout cas, à chaque fois que j'ai vu quelque chose ou quelqu'un, c'était vraiment complètement palpable. À nouveau, tellement palpable que sur le coup, c'est absolument pas des fantômes. Allez, question suivante. Alors, Cannelle Vanille qui demande « Est-ce que tu crois à la réincarnation ?» Non. Voilà, merci, au revoir. Il va falloir que j'arrête de faire cette blague, je la fais 500 fois. En même temps, elle est drôle à chaque fois. Non, j'y crois pas. J'y crois pas si on pense vraiment à la définition première de la réincarnation, c'est-à-dire une âme qui a été dans un corps, et lorsque ce corps meurt, l'âme est transposée dans un autre corps, une âme consciente. Pourquoi j'y crois pas ? Parce que déjà, j'ai pas de preuve que l'âme existe. Oui, j'ai vécu des choses paranormales. Est-ce que ça me prouve que l'âme existe ? Non. L'histoire du poids de l'âme, je trouve ça très joli, je trouve ça très poétique, ça me fait sourire, vraiment j'adore ça, parce que ça me fait croire à l'âme, pas du tout. Mais quand on parle de réincarnation, il y a vraiment ce côté conscience. Or, je pense que si ça existait vraiment, on aurait beaucoup plus de cas de gens qui disent être la réincarnation de un tel ou une telle. J'ai lu, il y a pas longtemps, un cas que je connaissais pas d'un petit garçon aux États-Unis qui dit être la réincarnation d'un homme qui serait mort, YouTube va pas aimer, lors des attentats en septembre
avec 2 grandes tours. Et ce gamin, enfin les parents de ce gamin racontent que dès 3 ans, le gamin a commencé à parler, qu'il se souvenait qu'il était dans des grands immeubles, qu'il y avait eu du feu et qu'il tombait et que machin. Et en fait, un jour, en voyant comment il est tombé là-dessus, on sait pas, mais c'est mon problème aussi avec ce témoignage, en voyant une photo célèbre, je vais essayer de vous la mettre en espérant que YouTube strike pas la vidéo, de cet événement, il a dit c'est moi. Je suis l'homme sur cette photo. En faisant des recherches, ça me pose aussi un peu problème, après je suis pas spécialiste de cette période. En faisant des recherches, il aurait dit le nom de la personne, etc. Si j'arrive à vous mettre la photo, je vous invite à vous questionner sur comment est-ce qu'ils ont su qui est cette personne. On ne voit rien. On voit un habit, enfin... Ça me paraît... je sais pas, je me méfie un peu de ça parce que il y a 2 trucs qui me posent problème dans ce témoignage. Le premier, c'est ça. C'est de dire, ah bah il se trouve que la personne qui est sur la photo, c'était bien ce nom-là. Je sais qu'on a les noms des gens qui sont partis ce jour-là. Est-ce qu'on sait qui est parti ou quand? Non, enfin, c'est de tous ces... Enfin, il y a des gens mais ils sont pas, on voit pas leur visage, en fait. Enfin, donc ça me pose problème. La deuxième, c'est pourquoi est-ce que ce gamin a eu accès à cette photo? Et s'il a eu accès à cette photo, est-ce qu'il n'a pas eu accès à d'autres choses? Est-ce qu'il n'a pas entendu des noms? Est-ce qu'il n'a pas... etc. Je veux pas remettre sa parole en doute à 100%, j'ai pas étudié le cas, j'ai lu des choses et ça fait pas de moi un expert sur ce sujet. Je sais que voilà, il y a ce cas de réincarnation que je connais, auquel c'est pas que je crois ou je crois pas, c'est que je pense qu'il peut y avoir des explications alternatives. Mais à nouveau, même sans parler de ça, en fait, juste d'un point de vue mathématique et statistique, je pense que si la réincarnation existait vraiment, ça fait longtemps qu'on se poserait plus la question, en fait. De la même façon que... est-ce que je crois à l'existence des fantômes? Oui. Est-ce que je crois que c'est un phénomène qui est quand même plutôt rare? Oui. Parce que si on avait tout le temps, ce que je disais tout à l'heure, si tous les gens sur Terre avaient des fantômes, on se poserait plus la question, en fait, ça existerait, et puis ce serait plus paranormal, ce serait normal. Et ben pour moi, la réincarnation, c'est pareil. Est-ce que le concept est joli? Oui. Est-ce que il fait très inventé par le vivant et la vivante pour se rassurer? Aussi un peu. Ensuite, une question de, j'adore ton nom, c'est pas toi, c'est moi. As-tu déjà pris un médium sur une de tes enquêtes et sinon, pourquoi? À l'époque de la Nuit du Chasseur, on avait tourné une saison entière. Donc c'était 4-5 épisodes, 4-5 enquêtes, dans laquelle on faisait intervenir un médium qui ne venait pas avec nous sur place, mais à qui on envoyait des photos, etc. etc. Ça a été très compliqué parce que je l'ai démasqué au bout de cette saison, et que donc tout était faux. Ça m'a déjà... Je vais dire les mots, hein, ça m'a déjà bien foutu le seum. Dans Fantôme, la seule fois où j'ai volontairement travaillé avec une médium, c'est dans l'épisode qui s'appelle La Grotte du Chaos, qui est sorti là au dernier Phantomwin pour Halloween. C'est une enquête sur laquelle j'ai emmené Julie de Bohème, donc Julie est un toutoune sur les réseaux, parce que elle a accepté qu'en fait on fasse tourner l'enquête autour d'elle, entre guillemets, pour tester ses capacités. Pourquoi je l'ai amenée? Parce que, je l'ai déjà dit, mais sur les centaines et centaines et centaines, mais vraiment des centaines, je sais même pas, c'est pas des milliers à ce niveau-là, de personnes que j'ai croisées ou que j'ai vues sur les réseaux, etc., qui m'ont dit je suis médium, il y en a que 2 qui m'en ont donné la preuve. Une personne complètement aléatoire, et ça sert à rien que je re-raconte cette histoire. Enfin, si vous voulez que je vous la raconte, dites-le moi et je vous le raconterai. Mais il y a aussi Julie, qui est une de mes meilleures amies, qui m'a déjà dit des choses où vraiment, en le regardant avec un œil critique, je peux pas me dire que c'est pas vrai. Et du coup, je lui ai proposé ça, et elle a accepté. Et je sais qu'elle a accepté parce que c'était moi, et parce qu'elle savait que j'allais regarder ces expériences d'un point de vue critique. C'est-à-dire, si ça marche pas, et je vais le dire. Si ça marche, je vais le dire aussi. Même si moi, mon discours dans le paranormal, il est plutôt... Je suis pas sceptique, mais il est plutôt dans le debunking. Je vois pas des fantômes partout, mais s'il y a quelque chose que je ne peux pas débunker, oui, je vais le dire. Et donc Julie s'est sentie suffisamment à l'aise, et donc on a tourné cet épisode dans lequel on a fait plein d'expériences. Vous pouvez aller le voir, il est sorti il y a pas longtemps, il est sur la chaîne. Si ça vous intéresse, c'était hyper intéressant de tourner ça. C'est la seule fois où j'ai travaillé avec une médium. Très honnêtement, je pense pas renouveler, alors non pas avec Julie je pense renouveler. Je pense pas renouveler l'expérience avec quelqu'un ou quelqu'une, sauf si
vous là, vous êtes médium et que vous voulez venir sur une enquête. Je peux pas prendre tout le monde, mais si vous êtes prêt ou prête à ce que je vous pose des questions, à ce que je teste vos capacités, etc. et surtout à ce que j'aille au fond des choses en termes de debunking, eh ben dites-le moi et je vous emmène. Voilà, s'il y a une personne là qui regarde et qui se dit non mais moi je suis pas débunkable, enfin je suis sûr de ce que je dis, etc. Vous acceptez que je sois pas... C'est pas une question d'être sceptique puisque je sais que ça existe. Mais si vous acceptez que je sois objectif avec ce que vous allez me dire ou ce que vous allez faire lors d'une enquête, et que je dise réellement, bah non, là c'est pas réel, ou oui, bah oui, là j'ai essayé de comprendre, mais je peux pas le débunker, c'est réel, faites-moi signe et je vous inviterai sur une enquête avec plaisir. Or ça, non, je le referai pas. Déjà parce que j'ai pas... Je suis pas là pour... C'est pas parce que je ne crois pas en les gens que c'est absolument important de les démasquer. Mes croyances personnelles me regardent et si ça ne blesse personne d'autre, je vais pas essayer absolument de vous convaincre, je m'en fous. Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien de penser qu'il y a des gens qui sont médiums, ou que vous-même vous êtes médium, tant que vous allez pas dire aux gens que leurs défunts leur disent non, alors que c'est pas vrai, vous faites de mal à personne, franchement ça me regarde pas. Ça me saoule qu'il y ait que 2 fois où j'ai réussi à dire ouais non là je peux pas le débunker en fait, c'est indébunkable, je peux pas, c'est réel. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Pour l'instant, j'en ai pas. Et une autre chose qu'il faut garder en tête, alors ça me fait rire, mais je le précise quand même par rapport aux gens qui disent médium. Vous avez peut-être vu passer ce mème qui dit à chaque fois que on voit un fantôme quelque part, c'est toujours l'entité d'une vicomtesse de l'époque victorienne, etc. Et c'est jamais une meuf en jean qui dit « It's Britney Beach ». Gardez bien ça en tête aussi. Les clichés. Les clichés, c'est très important. Sachez les reconnaître, sachez vous questionner. Quand on va dans un château, il n'y a aucune raison, aucune, statistiquement, qu'on ait plus de chances de tomber sur un roi ou une reine que, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, le facteur du coin qui est décédé il y a 5 ans et qui kiffe le château, donc qui s'y balade. Il n'y a aucune raison. Méfiez-vous des clichés. C'est très important. Voilà. Alors, on a Ansemine Off, je crois que ça doit être ça, Ansemine Off, qui me dit « Que penses-tu de la théorie de John Keel sur les trous temporels pour expliquer le paranormal ?» Si vous ne savez pas qui est John Keel, c'est un auteur américain qui est très lié à Mothman. Son travail est à prendre avec des pincettes, mais il est passionnant. Je pense que je vous ferai une vidéo sur lui. Du coup, en gros, la question c'est qu'est-ce que je pense de plutôt la théorie des trous temporels plutôt que des fantômes défunts. J'y crois parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Il est arrivé en enquête que j'enregistre des choses qui ne peuvent pas être expliquées par autre chose que quelque chose qui est en rapport avec l'espace-temps, et donc éventuellement des trous temporels. Je n'ai pas de notion de physique quantique ou de chimie suffisante pour vous en parler plus. Je peux constater les choses, je ne peux pas les expliquer. Donc, est-ce que je crois à sa théorie sur les trous temporels? À mort. À mort. Je peux pas dire autre chose. Ça fait 6 ans peut-être que j'ai commencé à rencontrer ce type de phénomène dans mes enquêtes et dans ma vie au quotidien. Je pense que ça pourrait être en partie ce qui explique les doppelgangers. Est-ce que je pense que ça peut expliquer tout le paranormal? Non. Et est-ce que je peux l'expliquer en soi? Pas du tout. Pas du tout, mais franchement, ça m'intéresse, hein, ces histoires de phénomènes qui se répètent, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment des notions de physique quantique et de chimie que je n'ai pas, voire des notions philosophiques, je pense, que je n'ai pas, et que je vais pas faire semblant d'avoir. Puis moi, j'aime bien parler de choses... Quand je fais mes vidéos ou quand je travaille dans le paranormal, j'aime bien m'adresser à tout le monde en fait. Donc pour moi c'est important de, un peu comme Camille Flammarion, de normaliser les choses, de les simplifier. Je vais éviter de parler de ce genre de choses. Je le fais quand je vous dis il m'est arrivé ça. Pour moi, il y a une déformation au niveau de la ligne du temps. Enfin, pour moi l'explication elle est là. Après commencer à rentrer dans d'autres explications, je vais pas le faire.
je vais pas le faire. Mais oui, j'y crois, et promis, je vous ferai une vidéo sur John Keel. Allez, la dernière question. Putain, je sais, j'ai énormément parlé. Mais en même temps, vos questions, elles sont intéressantes. C'est-à-dire que quelque part, c'est votre faute. Vous avez qu'à poser des questions, pas un. Marie qui nous dit: comment communiquer avec les défunts? Peuvent-ils ou elles nous envoyer des signes? Question très intéressante, réponse toute bête, en leur parlant. Comment communiquer en leur parlant? Je vous parle pas de Ouija, je vous parle pas de pendule, je vous parle pas de baguette, je vous parle pas de tout ça. Ce ne sont pas des preuves. Quand on fait du Ouija, si on ne se questionne pas sur ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une preuve. Ça ne le sera jamais. Toutes les techniques qui impliquent une action de nos mains à nous doivent être prises avec des pincettes géantes. Les pincettes les plus grosses que vous avez vues de votre vie. C'est pour ça que j'essaye depuis le début de ma carrière en fait, de travailler à des techniques qui permettraient de supprimer ces choses-là. Vous avez peut-être suivi mon travail sur le Ouija, le fait de faire du Ouija aux gens avec les yeux bandés, avec mes planches prototypes que j'ai créées et que j'ai testé plusieurs fois. J'ai travaillé beaucoup avec, etc. Comme vous le savez, ces séances n'ont pas fonctionné, ni avec ces planches prototype, ni avec prototype, je suis obligée de le dire à chaque fois, mais comme les Américains, il faut que je le dise, je vous rappelle que ces modèles sont protégés et que vous n'avez pas autorisation de les reproduire. Si vous voulez les reproduire, merci de me contacter, on peut parler. Il faut se questionner sur pourquoi est-ce que ces objets de communication qui marchent à chaque fois, quand vous regardez des enquêtes, mais alors à chaque fois, Ouija, pendule, baguette, tout, c'est tout le temps ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche plus dès qu'on a les yeux bandés? Pas parce qu'on est des menteurs et des menteuses et des malfrats. Je l'ai toujours dit, parce qu'on a envie que ça marche en fait. On a envie que ça marche. On a envie de se dire que oui, quand on est mort, on n'est pas vraiment mort. On a envie de se dire que les messages qu'on reçoit à la Ouija sont réels. On a envie de tout ça. Si ça vous importe réellement que ce soit réel et si vous n'avez pas juste besoin d'une béquille mentale, questionnez-vous, faites des tests, remettez en question ce que vous avez. C'est aussi ce qu'on fait avec mon collègue Fabrice le Vagabond sur les réseaux, avec cette méthode qu'on a inventée et qu'on essaye de travailler avec les baguettes, cette méthode qu'on a appelée la méthode Gaillard. Si ça vous intéresse, une séance a déjà été faite justement dans ce même épisode, la grotte du chaos, dans lequel il y a Julie, dans lequel j'explique cette méthode Gaillard et qui n'a donné aucun résultat, et qui est donc en gros de faire transposer un petit peu la méthode Esthès sur les baguettes. On a trouvé cette technique avec Fabrice, on l'a appelée la méthode Gaillard. Toutes ces choses-là ne sont pas réelles. Si vous voulez vraiment vous dire je communique avec quelqu'un, honnêtement, la seule façon que vous avez de le faire, c'est la plus simple. Parlez-leur. Parlez-leur. Oui, on se sent con. On se sent con quand on est chez soi et qu'on est là. Si vous êtes là, blablabla, maman, si t'es là, est-ce que tu peux... Nanana. Oui, on se sent stupide et oui, ça marche pas 99 fois sur 100. Mais il y a peut-être une fois où ça va marcher. Et si jamais vous enregistrez quelque chose, je vous parle pas d'un souffle, je vous parle pas d'un bruit, je vous parle d'un mot, réellement un mot, et que vous vous êtes filmé pendant que vous enregistriez et que donc vous êtes sûr que c'est pas vous, et ben elle est là votre preuve, elle est là votre façon de communiquer en fait. Si vous êtes vraiment dans une quête de vérité, n'allez pas derrière des objets qu'on tient entre nos mains, même si quelqu'un vous dit mais je t'assure que je ne bouge pas, c'est pas possible. Personne n'est immobile, jamais. Spoiler alerte, ce n'est pas possible. Notre corps n'est jamais immobile, même quand on dort. J'essaye de trouver des stratagèmes pour tester tout ça. J'en ai peut-être trouvé un pour le pendule. Je pense que je le testerai lors de ma prochaine enquête. Mais en tout cas, pour l'instant, la réponse à cette question, comment communiquer avec les défunts, en leur parlant. Peuvent-ils ou elles nous envoyer des signes? Bien sûr. Bien sûr. Alors, j'imagine que dans signe, tu parles pas de un objet qui bouge. Ah oui. Je suis en train de mieux réfléchir à ta question. Oui, je pense que tu parles plutôt de signes, de faire collectionner tel papillon et je regarde par la fenêtre et il y a un papillon. Est-ce que j'y crois? Ça dépend. L'exemple que je viens de citer, non. À nouveau, si ça vous fait du bien de vous le dire, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Si ça vous fait du bien, que ça fait de mal à personne, ouais, ok, c'est votre père qui a mis le papillon. C'est cool, y a aucun problème. On a tous et toutes besoin de béquilles. Mais non.
Il me faudrait un signe beaucoup plus concret. J'essaye de réfléchir, comme d'hab, à un truc que j'ai vécu moi. Bah voilà. On va reparler d'une question qu'on nous a posée, Isaac, je crois que c'était toi, avec comment est-ce qu'ils peuvent intervenir dans notre monde, dans notre réalité. Vous m'avez peut-être déjà entendu raconter cette histoire dans un podcast, c'est possible, mais je vais la raconter très rapidement. Et ça, pour moi, c'est clairement un signe. Lorsque ma mère est décédée dans les 3 ans qui suivent, très tôt, un jour, je suis chez moi et j'ai une crise d'asthme. Je suis asthmatique gravement. J'ai vraiment failli mourir. J'ai passé toute mon enfance hospitalisée. C'est vraiment, l'asthme, c'est une question de vie ou de mort pour moi. Un jour, je suis chez moi et j'ai une crise d'asthme forte. Je cherche ma ventoline partout. Je ne la trouve pas. Et en cherchant cette ventoline, je m'épuise en fait. Je m'épuise et j'épuise le peu d'oxygène qui continue à passer à travers mes poumons qui se ferment vraiment de plus en plus. Je cherche partout. Alors à l'époque, je vis dans un 15 mètres carrés à Paris. C'est une ancienne loge de gardienne. Donc quand je vous dis partout, en fait chez moi il y avait une pièce. C'était juste une pièce. Je cherche partout, vraiment partout. Je trouve pas. Et à un moment, je baisse les bras. Mais je baisse les bras en me disant, eh ben ça y est, je vais mourir. Parce que là, je sens que ça va. J'ai pas ma ventoline, j'ai pas la force d'appeler les pompiers, j'ai pas la force de parler, j'ai la force de rien. Et donc, réellement, j'abandonne et je m'affale sur mon canapé. Et là, je regarde devant moi, et devant moi, il y avait la table du salon, ma table de salon qui était vide. Vide. Il y avait rien la veille, il y a rien eu le lendemain, ce qui était complètement vide. De toute façon, c'était tellement petit chez moi, je pouvais rien laisser traîner. Et au milieu de cette table, debout, posée, pas allongée, debout, il y avait ma ventoline, qui n'y était pas une minute avant. Voilà. Et ça, c'est un signe. Et je suis pas en train de dire, oui, du coup, ma mère a veillé sur moi. Non. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, elle était là? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je ne sais pas par quel miracle, où est-ce qu'elle a trouvé ma ventoline et comment elle a réussi à la téléporter sur la table? Je ne sais pas. C'est pas une question de elle veille sur toi. Elle a vu la ventoline, elle me l'a donnée. Voilà. Par contre, le lendemain, si j'en ai une autre et qu'elle est là et que j'ai une autre crise et que je sais pas où est la ventoline et qu'elle est pas là, ben je meurs en fait. Donc pour moi, oui, ils peuvent envoyer ce genre de signe. Vous en faites ce que vous voulez. On est arrivé au bout de toutes vos questions. Vraiment, alors il y en avait beaucoup, je pense que cette vidéo va être assez longue, mais elles étaient tellement intéressantes. Du coup, promis, je retente l'expérience dans quelques mois. Donc si vous avez des questions, vous les écrivez sur une note dans votre téléphone et je vous reposerai la question. Voilà. Je vous rappelle que donc il y a 2 enquêtes qui sont sorties pour Phantomwin. Vous ne les avez peut-être pas vues car YouTube adore ne pas montrer mes vidéos. 2 épisodes, donc la grotte du chaos et enfin le retour au pensionnat. Vous pouvez voir ces vidéos sur ma chaîne, elles sont en accès et elles sont, honnêtement, les 2 sont top. Je sais qu'il y a des enquêtes où il se passe pas grand chose, etc. Mais là vraiment les 2 sont top. Donc n'hésitez pas à les regarder. J'ai une autre enquête en phase de montage qui est une enquête tournée au château de Vos avec Vanessa et Alex de la chaîne Esolf, qui est en cours de montage comme je vous disais, mais j'essaye de la chouchouter. Donc elle met, je mets du temps à la sortir en fait. Un énorme merci à nouveau aux membres du Phantom Gang. Si vous voulez soutenir ma chaîne, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez souscrire à un abonnement YouTube, vous pouvez souscrire à un abonnement Patreon, ça m'aide énormément. Si vous ne pouvez pas faire ça, une des façons les plus simples de m'aider dans mon travail, c'est de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Ça, c'est très important. Voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à me retrouver sur tous les réseaux sociaux. J'y suis généralement plutôt actif. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant de longues minutes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, car ainsi est ma vie. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos fantômes.